en direct live, toi les mains, parce que franchement le Covid ça commence à faire chier. C'est le Syrian Friends, saison 6, épisode 11 avec Elodie et Cécile. Et ouais. Allez, après avoir fait un petit tour de saut de caméra, voilà, on nous rajoute un petit jouet et qu'est-ce qui se passe? Mais on n'arrive plus à être sérieux. Enfin, on a déjà été sérieux. Ouais, il y a des fois, parfois on est sérieux. Et en général, c'est là où ça marche le mieux. Merde. Mais nous, on se dit, oh, ça va être chiant. Bref, ça va être chiant, mais ça fait quand même 6 saisons qu'on est là. 11e épisode. Nous sommes le 15 février, à l'enregistrement, donc si tout va bien, vous écoutez ça à partir de ce soir ou demain. Et donc avec moi, on est un petit comité cette fois-ci, par rapport à la dernière fois où il y avait beaucoup trop de monde, je pense. On les a payés pour les manger. Ouais, mais je pense que Zencaster a montré ses limites à ce moment-là. Ouais. Et oui, on a Cécile... En Wookie. en Wookie Jawa, c'est un mélange. Wookie Jawa. Et Elodie, classique. En streetwear. Streetwear, mais street nightwear. Et moi, en requin avec de la bière. Moi, j'ai de la tisane. 2 écoles. C'est pour se requinquer. J'ai le plus gros mug. Il est cool. On va vous parler série. Oh tiens, surprenant. Oh ah bah c'est pas ce que j'ai préparé moi. Ah, t'as préparé. Je sais pas, moi je croyais qu'on était un podcast de jeux vidéo. On m'a menti. Alors, bon, si tu veux, moi je veux bien. J'ai joué à Falafel Restaurant Simulator. Je vous le conseille, 80 centimes. Il n'y a pas de tuto au début, c'est une horreur. Ah, tu parles mal de ce jeu, c'est le GOTY. Ok, il y a un scooter et il est rigolo. Mais Ah non, il est absolument affreux. Bref, c'est pas ça dont on va parler, cette série. Donc, réellement. Avec de l'actu, quelques recommandations. Peut-être un petit coup de gueule malgré tout, que j'ai déjà fait sur Twitter, mais que j'ai envie de partager à nouveau ici. Hein, les adaptations sexistes, ça aura 2 secondes. Surtout quand il n'y a pas lieu. Mais bref, on va partir directement sur l'actu, parce que je pense que si je demande si tout le monde va bien, apparemment... Oui. Fraîchement, mais ça va. Ouais, bah ouais. Mais t'as c'est pareil. Donc ça va. Voilà. Moi, j'ai très chaud là-dedans. Et grâce à la bière aussi. Je vais perdre du poids en buvant de la bière. Ça, c'est bien. Allez, c'est parti pour l'actu. Et bonjour le chat. Maintenant, vous aurez pas que le son, vous aurez l'image avec. Hein. On comprend un peu mieux. Bon, alors, on commence par toi, Elodie, avec une news Netflix. Ouais, Netflix a commandé... Alors, Daniel Spellbound, c'est le nom de la série, hein, c'est le nom d'une personne, mais c'est une série. Et ça sera une série animée qui est créée par Matt Fernandez, qui a fait Dino Range, qui a fait Remian Boo, qui a fait Kingdom Force. Et ça sera animé par Bot Rocker Studios. C'est une série d'aventure, ça sera de 20 épisodes de 22 minutes. Et ça devrait sortir l'année prochaine. Ça se déroule à New York, sauf que c'est un New York où il y a de la magie. Wow. Sauf que les gens, en fait, ils le voient pas, parce que c'est de la magie cachée par magie. Wow. Voilà. Et donc Daniel Spellbound, en fait, c'est un espèce de camelot qui vend des objets pour les sorciers et pour faire leur sort. Sauf qu'un jour, il va découvrir un ingrédient un petit peu étrange et ça va attirer l'attention de méchants alchimistes. Et voilà, du coup, il va développer ses talents de magie parce qu'il faut bien qu'il sauve ses fesses. Voilà. Il faut bien. Il faut bien sauver ses fesses, effectivement. Les fesses, c'est important. Sans ça, on ne peut pas s'asseoir. Ok, très bien. Donc, de la magie. Oui.
Ok, très bien. Alors, en parlant de... Ouais, magie, non. Paranormal, oui, plutôt, hein. Il y a Truth Seekers, qui est donc qui est arrivé cette année enfin l'année dernière en 2020 sur Amazon Prime Vidéo, bah, qui n'aura qu'une saison parce qu'elle est tout simplement annulée. Ouh. Voilà. Donc voilà, la série avec Simon Pegg et Nick Frost n'aura pas duré très très longtemps. Bon, euh, apparemment ils le prennent assez mal, mais pour le peu que j'en ai vu, c'est pas bien grave. J'ai pas trouvé ça extraordinaire passer le premier épisode, personnellement. Mais voilà, donc ceux qui avaient aimé, désolé, pardon, la famille, tout ça, quoi. Après, je trouve que Amazon Prime l'avait très mal vendu, mais c'est un problème récurrent sur les séries Amazon Prime, hein. Je vois par exemple Oui. Upload, qui est génial et très peu, vendu sur les réseaux sociaux, etc. Et là, en plus, Ouais. ils avaient des têtes d'affiche classe, quoi. Enfin, je veux dire, t'as une série avec Nick Frost et Simon Pegg. Bah, je sais pas, fais des trucs. vends le délire. Vendu comme une série horrifique entre guillemets, alors que c'est juste une comédie avec des blagues de paix, quoi. Enfin, moi je trouvais ça ultra drôle, mais ça a été vendu bizarrement. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que ça a été vendu comme étant un truc, vraiment une comédie à la Simon Pegg, Nick Frost habituelle, sauf que derrière, il y avait quand même des moments où c'était bien flippant, mais vraiment flippant, déjà rien que dès le premier épisode, et c'était un peu compliqué à vendre, et je pense que c'est, comme tu dis, Cécile, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas réussi à la vendre correctement. Bon, là, depuis, la vidéo a été effacée. Nick Frost a effacé sa vidéo sur Instagram, mais en gros, il a clairement dit que cette annonce-là, c'était un coup de pied dans les couilles, quoi. Enfin, a kick in the willy. Donc c'est plutôt un coup de pied dans la bite. Mais non, bon, mais voilà. il faut être précis, c'est vrai. Faut être précis parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux, donc c'est très important. C'est par l'endroit où on fait pipi. Voilà, c'est pas la même douleur. Hein, le coup de pied donne pas la même douleur. C'est ça. C'est n'importe quoi. Alors, Stars et pas Star de Disney+. Ouais, non, maintenant faut faire attention, hein. Ouais. Et pas Stars de Resident Evil. Rien à voir, mais et surtout que ça, je pense pas que Disney aurait sorti un truc dans le genre-là, ou alors une version animée qui ressemblerait à un Shrek version Disney, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai très envie de voir ça. Ils Ouais. ont commandé The Serpent Queen, ce sera en drama en 8 épisodes sur Catherine de Médicis. Pourquoi pas. Ça sera produit par Justin Hale, ça sera aussi produit par le réalisateur de Hunger Games, Francis Lawrence, et le producteur exécutif de Matrix, c'est Erin Stoff. Et bon voilà, ça va parler de Catherine de Médicis. Je pense qu'il y aura très peu de budget parce que c'est Stars et que... Qui s'en fout. Non, mais bon, après, Catherine de Médicis, pour tous celles et ceux qui aiment les séries historiques, tout ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que Stars... C'est pas la peine pour ça, je trouve. Ouais, on s'attend pas à ça. HBO, Netflix, Prime, pourquoi pas. Stars, c'est vrai que, comme tu dis, niveau budget, ou alors ils ont pas besoin de budget, ils vont peut-être nous surprendre. Oui, peut-être, mais je sais pas, j'ai pas de comparatif parce que Stars, ils font pas habituellement des séries historiques en fait. Ben non, c'est vrai. C'est pas leur public cible. Mais bon, on va voir, on pourrait être surpris. Je pense qu'ils ont tellement de mal à avoir des projets qui puissent se concrétiser suite à l'année Covid qu'ils prennent tout ce qui leur passe sous le nez. Bah, c'est un peu le problème sur beaucoup de chaînes en fait. C'est bon, qu'est-ce qu'on a dans le fond de tiroir? Mais après, est-ce qu'ils font vraiment un truc historique ou est-ce qu'ils font, je sais pas, tu vois, une adaptation moderne, un truc? Non, bah alors c'est vraiment sur le thème historique parce que c'est basé sur un bouquin qui s'appelle Catherine de Médicis, Renaissance Queen of France. Donc je pense que c'est vraiment... C'est vraiment le point de vue historique, quoi. Ouais, c'est pas... Il y aura pas de zombies derrière. Il y aura de la robe à jabot et tout ça. Ou des vampires comme le film avec Lincoln, quoi. Oh là là. Lincoln contre les vampires, c'était pas ça? Il y avait pas un truc? Abraham Lincoln, chasseur de vampires. C'est ça, voilà. Alors, dans le même, enfin, pas dans le même genre du tout, pas dans l'historique du tout. Mais bon, ça tombe bien. Hein, si vous écoutez nos podcasts, vous avez entendu le podcast Mon ami Schwarzy qui parlait de True Lies et
de la totale. Je vous rassure, ce n'est pas la totale qui est en vue, mais plutôt le reboot, adaptation, comme vous voulez, de True Lies à la télé, qui avance. Ça fait des années qu'ils en parlent. Rien du tout. Et là, un pilote a été commandé par CBS. Forcément, CBS, avec toutes les séries policières du genre, on s'attend à Y5O, on s'attend à MacGyver, on s'attend à ce genre d'effet-là, surtout que derrière, c'est Matt Nix et McG qui seront niveau création et production. Donc Matt Nix, c'est celui qui avait créé Burn Notice, qui était quand même une série au début agréable. Je vois que tu fais la grimace, c'est vrai que ça, c'est J'ai mal. détesté. J'ai vu que le pilote et j'ai pas du tout accroché. J'ai lutté pour finir l'épisode. Mais quand tu vois la série par rapport à un True Lies, tu te dis, ok, c'est un gars, il peut faire quelque chose avec. Oui, non. Voilà. Et puis McG aussi, parce que McG, voilà, c'est L'Arme Fatale aussi, entre autres, et pas mal d'autres séries du genre. Et James Cameron, forcément, est à la production, parce que c'est lui qui a les droits. Donc il y aura... Et puis ça fait des sous. Money. Voilà, donc ça reprendra donc l'histoire de ceux qui ne connaissent pas True Lies, de ce choc familial, marital entre le mari qui est un espion, la femme qui n'en soupçonne pas, qui a une relation extra-conjugale, enfin un début de relation extra-conjugale, et puis qui finissent par découvrir tout ça. Donc je suppose qu'on va repartir de cette base-là, et qu'après on va surtout les suivre tous les deux main dans la main, un super duo d'hommes et femmes, un peu à la Mr. et Mrs. Smith. Mais Mr. et Mrs. Smith revient d'ailleurs. Ils font une série avec Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge. Enfin, une deuxième série, puisqu'il y en avait déjà eu une il y a pas mal d'années, que vous pouvez trouver aussi sur YouTube. C'était avec Scott Bakula. Oui. Voilà. Forcément, je sais. Je l'ai pas vu. Ça me rappelle qu'il faut que je la voie. Mais tu sais quoi Tu sais quoi vous sentez ce qui va arriver quand tu sais quoi On fait un podcast sur Scott Bakula. Ouais. Mais non. Oh. Mais par contre, on n'a pas fait depuis longtemps un pilote rewatch, voilà, ou même tout simplement watch, parce que globalement, moi, je pense pas l'avoir vu non plus. Bah voilà. Mr. et Mrs. Smith avec Scott Bakula. C'est trouvable sur la vague. Ouais, sur YouTube. Ah, très bien. Je crois qu'il y a la saison complète dessus, d'ailleurs, si j'avais bien vu. Donc, en plus, on est en plein dans l'actu. Ouais, quelque part. Dans 2 semaines, pour ça. Voilà, donc en gros, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Et ça va dans la lignée de ce que CBS est en train de faire en ce moment, avec le reboot de Equalizer, avec Clarisse. Ça va chercher du côté du cinéma pour faire des séries, quoi. Donc, pourquoi pas Il faut encore que je teste Clarisse. J'ai pas testé encore. Ouais, je pense que Elodie va te dire non. Pour avoir lu sa critique sur le serigraph.com. Ouais, j'ai vu ça passer. Non, mais regarde, déjà parce qu'on sait jamais, peut-être que tu peux aimer. Et puis comme ça, tu verras le désastre de tes propres yeux. Tu n'as pas été envie pour voir ça. Et puis pour information, pour les auditeurs, disponible en US+24 sur Salto. Ouais. Voilà, pour ceux qui sont en France, parce que sinon, dans le je sais pas si... Tu fais que des galipettes, c'est tout. Ouais, Salto. Non, j'avais appelé Pirouette, moi j'avais fait mon truc en Belgique, ça s'appelait Pirouette. C'est beaucoup plus joli. Parce que galipette, ça a une connotation un peu sexuelle. Écoute, chacun fait ce qu'il veut. Ah oui, ça, de toute façon, chacun son corps. Parce que toi, être salto, ça te fait pas penser à ça. Ah bon. Non. Pas les mêmes capacités. Non, je suis désolé, non. Je sais pas, c'est une catégorie sur Pornhub. C'est pour les gens qui dorment sur des trampolines, tu vois. Non, salto, moi, ça me fait penser à une vidéo YouTube de Naked Jakey, un youtubeur américain qui fait du jeu vidéo beaucoup et aussi un peu de rap, et il avait parlé justement des trucs de rencontre, des applications de rencontre. Il avait raconté notamment que celui qui avait inventé, c'était quoi, c'est eHarmony ou nomatch.com,
En fait, sa femme avait rencontré son nouveau mec sur son propre logiciel. Ça fait mal. Voilà. Mais il a fini par rencontrer sa nouvelle femme sur le propre logiciel. Donc finalement, ça se termine bien. Mais dedans, il a dit, ouais, pourquoi pas une application qui s'appellerait, je crois que c'est Salto ou Kickflip. Voilà. Kickflip, et en fait, t'es obligé de faire un kickflip pour savoir si tu matches ou pas avec la personne. Donc le Salto, Kickflip, c'est pareil. Oui. Et puis Salto, il y aura le côté rebound, c'est bien. Joli. Salto, l'application pour le rebound sexe. Bon, Netflix encore. Oui, qui a commandé Boo Beach, une mini-série en 8 épisodes. J'aime beaucoup le titre. Boobs itch. C'est quand ça gratte. Toi, c'est boob, boo, bitch, ou boobs itch. Donc, c'est soit ça gratte les seins, soit c'est une salope qui fait boo. Ou bi, ou bitch. Miou, miou, miou. Madame ou. Madame ou miou. Oh là là. Oui, donc boo, bitch. Boo, virgule, beach. Ce sera une série qui nous vient de Erin Erklich, qui a fait Crazy Ex-Girlfriend et King of the Hill. Et ça vient aussi de Loen Lungerich, qui a fait On My Block et Awkward. Et au guest, on aura Lana Condor, qui a fait toute la série des To All the Boys, voilà. On a compris l'anaconda. C'est peut-être son nom de porn star, je ne sais pas. L'anaconda. Condor, comme un condor. Un condor. Pas le même animal, du coup. Mais... de quoi que ça parle? Et ben, en fait, pendant une nuit, une lycéenne qui a vécu toute sa vie comme une petite parfaite personne, elle décide de vivre sa vie, et une vie épique. Et sauf qu'elle va découvrir le lendemain matin qu'elle est un fantôme. C'est embêtant. Voilà. Bah oui, mais du coup, ça marche bien, puisque si elle veut vivre sa vie comme si c'était le dernier jour, et bah le dernier jour est déjà passé, donc elle fait ce qu'elle veut. Ouais, mais du coup, elle vit sa mort, tu vois. Waouh, c'est vachement profond ce que tu dis. Un peu trop. Voilà. Pour un anaconda. Donc, ensuite, bonne, mauvaise, peu importe la nouvelle, c'est Brooklyn Nine-Nine qui se terminera avec sa 8e saison. Donc, une saison qui met du temps à arriver. Covid, tout ça, on connaît, on commence à avoir l'habitude, ça fait 1 an maintenant. Il y a aussi Black Lives Matter, ils ont réécrit une partie de la saison suite à ça. Ouais, il y a eu pas mal de choses, tous les problèmes avec les policiers, et puis, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui n'aident pas. Et la saison se terminera en 10 épisodes. Voilà, donc ça vient de tomber, ça vient d'être annoncé. Bon ben voilà, on a l'habituel florilège de témoignages des acteurs qui disent c'était vachement bien de tourner avec machin, de blablabla, classique. Bon, je pense qu'ils s'y attendaient depuis déjà 1 an au moins. Et puis quand ça avait été récupéré par NBC, je pense qu'on s'en doutait aussi que ça ne tiendrait pas plus de 2 saisons. Toi, tu as faim. Même pas. On l'a bien entendu par contre. Donc on se doutait que ça irait pas plus loin que 2 saisons. Mais alors par contre, raccourci comme ça je m'y attendais pas quand même non plus. Hein. Parce que 10 épisodes, c'est short. Mais bon, comme ils savent que ça va être fini, on aura sans doute droit, comme on l'espère, à une fin correcte et digne de ce nom. En tout cas, après une saison 7 plutôt difficile. Non, mais ils vont pas nous faire un mariage pendant 9 épisodes et un dernier épisode pour tout boucler. Je pense qu'on sera bien, là. Oui, ça devrait suffire. Ah putain, c'est vrai qu'ils pourraient faire ça. Non. Ah ben, en tout cas, niveau problème avec les flics, il n'y en a plus. C'est un mariage. Oui, mais bon, on a vu ce que ça donne et c'était pas bien. Non. Non, c'est vrai. Faut pas faire ça. Faut pas. Faisez pas ça. Faisez pas les cons. Encore du Amazon, pas du Netflix, mais du Amazon. Streamer, en fait. Je parle plus de chaînes de télé, je fais que les services de streaming. En même temps, en ce moment, il y a quasiment que qui proposent des choses. Bah oui, et puis de toute façon, on va bientôt arriver aux premières annonces des upfronts et je pense que ça va être comme l'année dernière, la tristitude.
Donc, Ah oui. Ah oui, c'est voilà, une série avec Oldelaf quoi. C'est ça. franchement, j'achète. Amazon donc commande une adaptation parce que de toute façon, depuis 2 ans, tout ce que les chaînes commandent, c'est des adaptations. Pourquoi se faire chier? The Summer I Turned Pretty, qui est une série de romans pour ados et qui L'été où je suis devenu jolie. voilà et qui nous Voilà. vient de la même auteure que celle qui a écrit Two Old Boys I Loved Before. Donc je reste dans le même thème hein, finalement. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Mais là, elle est pas morte. Au début en tout cas, je ne sais pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, Surprise. je suis devenue belle maintenant que je suis morte. Oh, vous remercierez l'embaumeur pour moi. Hein. Le thanatologue. Ce sera une série en 8 parties. C'est notre rapporteur. Et ce sera un triangle amoureux entre une fille et 2 frères. Et la relation constante évolution entre les mères, les enfants, l'amitié, tout ça. Et le fameux classique, c'est une histoire de passage à l'âge adulte. Voilà. Pourquoi pas? Ce sera peut-être bien, Oui. mais c'est vrai que c'est pas très original. Non, C'est Vampire Diaries sans les vampires, quoi. c'est ça. Je pense que c'est le genre de truc qui va sortir début d'été. Oui. Ça sent Bah oui. la plage. Vu le titre en plus. Oh oui. Alors, on a dit vampires, mais non, ce ne sont pas vraiment des vampires, c'est plus proche des zombies. Donc HBO, vous êtes au courant, se charge de la série The Last of Us, donc tirée du jeu du même nom. Et on a le casting pour justement Joel et Ellie, qui sont donc les deux principaux protagonistes. Et donc on aura Pedro Pascal dans le rôle de Joel. Bon, très franchement, je trouve que ça colle plutôt bien. Hein, physiquement, et puis l'idée me va très bien, parce que à part Hugh Jackman, je voyais personne d'autre. Ouais, mais il est trop cher. Ouais, Oui, et trop puis cher, c'était trop redondant avec Logan. C'est vrai que Logan faisait déjà penser à The Last of Us beaucoup, effectivement. Et Ellie, donc, elle, ce sera Bella Ramsey, que vous avez pu voir dans Game of Thrones, qui prendra ce rôle-là. Bon, moi, Game of Thrones, j'ai pas vu, donc je sais pas si elle joue bien, si elle joue pas bien, j'en sais rien. Je trouve que ça peut très bien fonctionner. Pourquoi pas? Surtout s'ils reprennent l'histoire à partir du premier, donc parce qu'elle me semble quand même bien jeune. Oui, clairement. Bah, dans Game of Thrones, elle était limite enfant et elle était top. Mhm. Vraiment, son personnage est ouf. Elle a crevé l'écran dès qu'elle est apparue. Elle a pas beaucoup de scènes, mais elle est devenue fan favorite tout de suite. Par Ouais. contre, je l'ai vue dans la saison 2 de His Dark Materials et c'était vraiment pas génial, mais c'est parce qu'elle jouait un personnage, enfin elle jouait une peste chiante qui servait à rien, donc forcément c'est compliqué de faire quelque chose de bien avec ce type de personnage. Ouais, bah, encore une fois, de toute façon, ça dépend du metteur en scène, enfin, de la direction en d'acteur. scène. Voilà, ça, encore une fois, on peut avoir un très bon acteur, si on n'arrive pas à le guider, ça ne marchera pas. Et donc, pour rappel, à la création de cette série, c'est Craig Mazin qui était déjà derrière Tchernobyl. Voilà. Donc, ça devrait être pas trop mal. On peut espérer quelque chose, voilà, HBO, tout ça, d'avoir du budget, des choses quand même bien suivies, surtout que Neil Druckmann, qui est donc le créateur du studio, enfin, directeur du studio de Naughty Dogs, qui est derrière The Last of Us, et qui est aussi co-scénariste, enfin, co-créateur du jeu, est derrière. Donc, je pense qu'on peut espérer quelque chose de bien adapté. Espérons juste que ça ne fasse pas comme la série Halo, où on nous annonce plein de choses, et puis après, bon, en fait, c'est annulé pour l'instant, on revient plus tard. Là, je trouve qu'ils sont même déjà pas mal avancés dans les annonces, le casting, tout ça. Donc, bah, j'espère un truc. Franchement, ça peut être très sympa. Je pense que ça va se faire déjà. Et en plus, tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit une réussite. Donc, ça se vraiment pas de chance que ça soit une foirade au final, quoi. Par contre, maintenant que Naughty Dog a un deal avec HBO, ils veulent pas faire une série Crash Bandicoot? Tant qu'on y est. En live. Allez. Ah, bien sûr, en live, évidemment. Sinon, ça sert à rien. Mais très franchement, après, moi, j'ai bien aimé le premier. Le deuxième, j'ai pas pu le faire. J'ai pas eu forcément envie de le faire non plus. Mais le scénario et toute l'histoire, ça me fait penser clairement à The Passage, que j'avais adoré il y a déjà 2 ans, presque maintenant, en fait.
C'était en 2019. Ouais, 2 étés. Avec, voilà, avec Mark-Paul Gosselaar qui avait duré qu'une seule saison et qui était absolument génial. Mais c'est un peu le même genre de relation, hein, de protection comme ça, avec une menace derrière. Donc, on verra. On verra, encore une fois. C'est pas pour tout de suite, de toute façon. Alors, Fox. Oui, Dan Harmon a pondu un nouveau bébé, et ça sera chez Fox. Ça sera animé par Bento Box Entertainment qui fait déjà les 3/4 des animations chez Fox. Et ça sera diffusé à partir de l'année prochaine aussi. De quoi ça parle? Eh ben, la série, alors j'ai pas dit, mais elle a pas de titre, hein, pour l'instant, c'est pour ça que je dis pas de titre. Ça se déroulera dans la Grèce antique et comme beaucoup avec Dan Harmon, on va suivre une famille d'humains très imparfaite, très dysfonctionnelle. Sauf qu'en plus des humains, il y a des dieux et il y a des monstres qui tentent de diriger l'une des premières villes du monde et ils vont essayer de pas s'entretuer. Voilà. Moi, je dis oui à chaque fois que Dan Harmon fait quelque chose, je dis oui. Oui, voilà. C'est vrai que, bon, voilà, il y a Rick et Morty, un truc plus récent, effectivement, pourquoi pas. Ouais. Alors, pour rester du côté de Fox et des séries animées, comment c'est bien fait tout ça? Je sais pas si vous connaissez le film Clue. Oui, qui est en fait Pardon? Meilleur film. Ouais, mais pourtant pas si connu que ça, on va dire en niveau francophone, qui est en fait un film, c'est Cluedo en fait, hein, adapté en film mais dans les années 80, je pense, 85, voilà, où on avait un Tim Curry, Martin Mull et Madeleine Kahn niveau casting, donc un beau casting, où justement c'était une comédie d'enquête. Je crois qu'il y a pas Susan Sarandon aussi dedans. Il me semble bien. Je ne vois pas le truc, mais voilà. En tout cas, c'était un film qui est adapté du célèbre jeu, et c'était très drôle, c'était vraiment, vraiment bien. Donc, si vous voulez regarder un film bien sympathique qui se base sur Cluedo, ben voilà, vous pouvez ajouter ça à votre watchlist. Sur Amazon. Et sur Amazon, effectivement. Donc là, par contre, c'est chez Fox que l'on vient. On a juste le fait que c'était annoncé que c'était une série animée, et c'est tout. Apparemment, c'est encore Bento Box, comme on avait dit tout à l'heure. De toute façon, c'est eux qui font tout. Hein, Bob's Burger, tout ça, tout ce qui est Fox, c'est Bento Box derrière. Mais on n'a aucun cast, aucun scénariste derrière. Mais bon, une série animée Cluedo, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Parce qu'en tout cas, moi, le film m'a laissé de bons souvenirs. Et comme tu dis, Elodie, vous pouvez le découvrir sur Amazon Prime. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oh, puis après, bientôt, on va pouvoir se faire des soirées jeux de plateau, mais en série. Parce qu'il va y avoir Risk, il va y avoir Cluedo, il y avait un autre truc, je crois, qui avait été aussi développé. Je pense qu'on peut se faire des soirées à thème comme ça. Ouais, c'est ça, effectivement. On va bientôt avoir Pic Pirate. ou les torture du truc avec les hippopotames qui mangent. Les hippogloutons, c'est ça que j'ai dit, les hippogloutons. Meilleure série. Alors, un reboot. Oh, comme c'est surprenant, ça faisait longtemps, oui. Et celui-là, ça fait un petit moment qu'il était dans les cartons. Et ben, il va arriver pour le plus grand plaisir de 3 personnes. Je lève la main présentement. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a un petit bouton qui nous permet de lever la main et notre écran, il saute. C'est Mario qui a commandé le reboot des 4400. Pourquoi pas? Bon, pour rappel, si vous n'avez pas vu les 4400, c'était diffusé dans les années 2000 sur USA Network. Ça a duré 4 saisons. C'est en développement, enfin le reboot est en développement depuis plus de 2 ans. Ça a changé d'équipe créative. C'est rassurant. Oui, ça va bien finir encore. Et, pour l'instant, c'est scénarisé par la productrice exécutive Ariana Jackson qui a travaillé sur Riverdale et sur Unreal. Et donc ça reprendra finalement la même histoire que la série originale, à savoir 4400 personnes qui ont disparu du jour au lendemain sans laisser de traces et qui sont toutes revenues d'un seul coup. Elles n'ont pas vieilli d'un seul jour et elles savent absolument pas ce qui leur est arrivé. Donc bon, c'est chaud patate, moi beaucoup moins. Alors, par contre, on reste dans la série animée à nouveau chez HBO Max. Parce que forcément,
le Covid a montré quelque chose, c'est qu'en fait, faire des séries animées, c'était beaucoup plus simple à faire à distance, hein. C'est clair. Parce que des séries animées, on en bouffe, mais plein. Ouais. Ça me va, mais bon, il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Et alors là, par contre... Bah là aussi, il y a à boire et à manger, pour le coup. Ouais. HBO Max, en fait, ils ont commandé 3 nouvelles séries animées pour adultes. Alors, la première, c'est Clone High. C'est un reboot de la série qui était sortie en 2002 et ça se déroule dans un lycée pour des clones de personnages historiques. C'est un concept déjà. Ça vient de MTV Entertainment Studio. Ce sera fait par Phil Lord et Chris Miller. Ah, ça, c'est déjà un gage de possible qualité. C'est ça. Et il y aura Bill Lawrence aussi qui sera producteur exécutif. Ok, Voilà. Donc D'accord. je l'ai vendu. Et j'ai pas vu la série originale, mais de ce que j'ai lu, c'était pas dégueu, c'était même bien. Donc pourquoi pas. La deuxième commande, je suis un petit peu plus... voilà, on verra. Mais ça sera... Circonspecte. Ouais. C'est le moment de le placer. Je devais placer circonspect, bon voilà, je l'ai fait. Consonne. Voyelle. Donc ça sera Velma pour Velma Dinkley, donc dans Scooby-Doo. Et le personnage de Velma sera doublé par Mindy Kaling. Donc ça, c'est la seule bonne nouvelle de la série. Et alors, justement, le truc qui était assez drôle, c'est que sur Twitter, ça avait été annoncé, puis quelqu'un a dit « Oh là là, Mindy Kaling, encore, tout ça, machin. » Je sais plus, en fait, en gros, il a dit « Elle sait rien écrire. » Il avait utilisé le gif du « No, please no » de The Office. Et Mindy Kaling a répondu « Ah ben, c'est dommage, parce que c'est justement un épisode que j'ai écrit. » Donc là, Velma, en fait, ça sera l'origin story de Velma. Personnage plus énigmatique de la troupe de Scooby-Doo, quand même. C'est ça. Alors, Parce le qu'on point sait pas positif, c'est que comme on n'en sait pas grand-chose, ils peuvent nous scénariser à peu près n'importe quoi. Oui, Mais c'est ça. Ce sera intéressant. Et la dernière commande, c'est White City. Non, pardon, c'est Fire on Mars qui vient de Nature Man et Nivola qui ont créé White City sur Adult Swim. Ça sera une workplace comédie qui se déroule sur un campus martien d'une entreprise de technologie. Et en fait, c'est basé sur le court-métrage qu'ils ont déjà sorti. Mais on n'en sait pas plus. Voilà. Ok. Bon, ben voilà, ça nous fait quand même pas mal de séries à attendre ou pas. Après, il y a beaucoup de choses qui vont arriver l'année prochaine, donc on a le temps de voir venir quand même. C'est ça. Là, on a le temps, effectivement, parce que là, c'est toujours compliqué. Mais malgré ça, on va essayer d'aller du côté des recommandations. Et oui, parce que on a réussi à voir des choses. Moi, c'était un peu compliqué, je vous avoue que je me suis rattrapé aujourd'hui. J'ai fini aujourd'hui aussi, mais ça venait juste de sortir. Ouais, bah moi aussi, ça va juste de sortir. Voilà, bon. Voilà, on est bon. Alors, on est bon. C'est parti pour les recommandations. Alors, Elodie, tu vas nous parler de ton appartement. Mais, fun fact, il fait exactement la même surface. J'ai essayé, je me suis dit, tu vas voir qu'à faire, ouais, ben non, en fait, c'est plus petit, c'est pas cher. Exactement pareil. Donc, vous saurez que mon appartement fait 50 mètres carrés, puisque c'est le titre de la série dont je vais vous parler. Voilà, les Parisiens sont jaloux. Oui, totalement. Venez dans le sud. On n'a pas de vie sociale, mais on a des grands appartements. On a de la place. On n'a pas de vie sociale non plus. Il y a un truc qui s'appelle le Covid. Oui, non, mais même nous, on voit pas la différence, en fait. Donc 50 mètres carrés, c'est une série turque en 8 épisodes d'à peu près une cinquantaine de minutes, mais comme c'est sur Netflix, la durée est assez fluctuante des épisodes. Et de quoi ça parle? Et ben en fait, c'est compliqué à résumer parce que... Ah bah bravo. Non, mais le problème c'est que il y a beaucoup de choses que je peux pas spoiler, mais qui font la base de la série. Donc, bon, je vais m'essayer. Donc déjà, je vais essayer de prononcer correctement les noms des personnages. Ça peut déjà être un exercice assez compliqué parce que mon niveau de turc n'est pas vraiment très élevé. Mais on suit Golgu, voilà, prenez ça comme vous voulez, qui quand il était gosse, en fait, il s'est retrouvé tout seul parce que, pour une raison que je ne dévoilerai pas justement, il avait plus de parents.
Il sera donc élevé par Servette, c'est une espèce de mafieux, et il va en faire son homme de main. Il va juste l'élever en lui faisant oublier tout ce qu'il était quand il était enfant, et juste en faire une brute qui peut casser des culs sans avoir d'état d'âme. Et la seule chose que Golgue gardera de ses parents, c'est une photo de eux deux, mais il se rappelle pas de leur nom, il se rappelle même pas de son propre nom à lui, et il sait pas où les trouver, ce qui s'est passé, pourquoi ils ont disparu. Donc, il veut découvrir leur identité, et péripétie que je peux pas vous raconter, il va s'apercevoir en fait que Servette, il en sait un petit peu plus que qu'il voulait bien l'avouer sur ses parents, et peut-être même qu'il est la raison de leur disparition. Donc, Golgue... C'est embêtant. Bah oui, c'est ça. Donc il va décider de prendre la tangente et là je ne peux pas spoiler, mais là on va se retrouver dans une situation à la Sneaky Pete où en fait Golgue va prendre l'identité d'Adem, qui est en fait le fils du tailleur qui vient de décéder dans un quartier de la ville. Et à partir de là en fait il va avoir plusieurs buts, c'est déjà de découvrir qui sont ses parents. Il va aussi essayer de fuir Servette parce qu'il a envoyé forcément des hommes de main pour le ramener à la raison avec moult violence. Surtout, il va commencer à s'attacher aux habitants du quartier qui sont pas vraiment du même genre que lui et qui sont beaucoup plus ruraux, on va dire, et qui vont devenir sa deuxième famille, enfin sa première famille, puisque clairement il a plus de famille à ce moment-là, mais voilà, ça va devenir aussi un petit peu la vie du quartier, et il va s'humaniser au fil des épisodes et essayer de les aider parce qu'il va s'attacher à eux aussi. Alors pourquoi que c'est très bien ? Eh ben parce que même si déjà on pourrait croire que la thématique est assez dure, en fait la série elle est très drôle parce que déjà les personnages sont hilarants. Surtout il y a les deux papas du quartier, c'est les deux vieux du Muppet Show. Clairement, ils sont toujours en train de se faire la gueule, mais en même temps ils sont adorablement mignons, c'est les meilleurs amis du monde et ils sont toujours avec des punchlines à pisser de rire. Et aussi parce que en fait le faux Adem, donc Golgue, il est très drôle, même quand il tabasse quelqu'un. Et c'est pas souvent qu'on a des séries vraiment d'action et d'espionnage comme ça où c'est très drôle même pendant les scènes d'action. C'est beaucoup de punchlines, c'est beaucoup de sarcasme, de l'humour noir, bref, il y a une belle panoplie d'humour. Et aussi, c'est bien parce qu'on s'attache très vite aux différents personnages du quartier. Il y en a des gentils, il y en a des méchants, il y en a des malins, il y en a des complètement stupides. Et c'est aussi l'occasion de traiter plein d'autres thèmes sociaux parce que ça parle aussi de la pauvreté dans le quartier, ça parle aussi des jeunes qui n'ont pas d'avenir en restant dans leur quartier parce que toutes les boutiques ferment les unes après les autres et donc du coup ils trouvent pas de job. Ça parle aussi, comme dirait l'héritain, de la gentrification parce que le but de Servette en fait dans ce quartier ça va être de racheter tous les appartements, toutes les maisons et toutes les boutiques des gens du quartier pour les raser et en faire des apparts tout neufs et les revendre à des prix auxquels les gens du quartier peuvent pas les acheter. Et ça a parlé aussi de la corruption parce que là-bas, tout marche comme ça. Donc il y a de l'action, il y a aussi des histoires d'amour, il y en a qui finissent mal, il y en a d'autres qui finissent bien, il y en a d'autres qui finissent pas tout court et qui finissent sur un cliffhanger de fin de saison absolument abominable. Et il y a aussi de la baston, il y a des dialogues complètement absurdes mais très drôles. C'est beaucoup de péripéties qui parfois sont très cocasses et c'est très coïncidence sur coïncidence mais crédible. Je ne sais pas comment, mais c'est très drôle. Et en fait, c'est que je peux vraiment pas en dire plus sur le début de la série parce que en fait, ça va commencer avec plein de petites intrigues qui apparemment n'ont pas de lien et qui vont se rejoindre à la fin et tout fait sens en fait. Donc c'est pour ça que je ne peux pas trop en raconter. C'est un peu compliqué effectivement. Voilà, ça vous gâcherait tout. Mais voilà, j'espère en tout cas que la série va être renouvelée par Netflix parce que pour l'instant on n'a pas de nouvelles, mais ça se termine sur un cliffhanger de malade et j'ai besoin d'avoir la suite pour ma santé mentale. Bah oui, je me doute, ouais. Et voilà, c'est l'occasion d'apprendre le turc. On n'a pas beaucoup d'occasions d'apprendre le turc dans sa vie, donc allez-y, foncez. Non, c'est vrai. Ouais, j'avais parlé d'Atier sur Netflix, qui était très bien aussi. Ouais. Mais Olivier en avait parlé aussi. Justement, je pense. Ouais. Donc, mais là, 50 mètres carrés sur Netflix, 8 épisodes d'à peu près 50 minutes, 1 heure. Oui. Voilà. Ok, très bien. Alors, ensuite, on reste chez Netflix. Oui. Pas pour le même genre du tout. Non. Là, on a 10 épisodes de 30 minutes. J'en ai vu 2 épisodes.
parce que je savais pas quoi j'allais regarder, et puis j'avais oublié que ça arrivait maintenant. Pourtant, je l'avais noté, hein, ça arrivait le 15 février. Bah oui, mais c'est pas habituel de Netflix de sortir des... Ben non, d'habitude, c'est le vendredi. Bah oui. Donc, j'étais un peu... voilà. Comment dire, je ne le dirai pas. Mais donc, c'est arrivé aujourd'hui. J'ai regardé donc 2 épisodes, parce que j'avais d'autres choses à faire, tout simplement. Mais c'est The Crew, avec, produit et avec Kevin James. Déjà, en gros, quand tu dis Kevin James, il y a déjà des gens qui finissent par partir. Parce que, bon, voilà, soit on apprécie un peu le gars, soit en fait, on peut pas le voir. Puisqu'il fait de toute façon toujours à peu près le même rôle. Hein, en gros, c'est un peu le truc. Et de quoi ça parle ? En fait, ça parle de NASCAR, de course NASCAR. Donc, c'est du stock car. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Ça tourne sur des circuits en boucle. Voilà. Et c'est des tours et des tours et des tours et des tours. Comme ça, c'est très très américain. De toute façon, je pense qu'il n'y a que là-bas qu'il y en a. Voilà. Et ça parle donc d'une équipe et d'un garage. Donc, c'est un peu workplace comedy. Où en gros, le boss de cette équipe-là, il part à la retraite et il laisse la boîte à sa fille. Donc on a une espèce de limite texan 70 ans qui donne la place à sa fille de 30 ans. Choc des cultures, choc de l'âge, choc du fait que ce soit une femme et pas un homme, génération, tout ça. Donc on voit déjà un peu se dessiner le coup classique du voilà, le choc des cultures, et on en fait une comédie. On connaît, hein, c'est assez classique. Et en gros, en fait, c'est une comédie après 2 épisodes qui est justement très classique. C'est pas mauvais pour autant. C'est pas ça qui va faire en sorte que Netflix va pouvoir se vendre à l'extérieur, mais bon, c'est une sitcom qui se laisse regarder, qui a de bonnes punchlines, qui a de bonnes situations comiques, voilà, des personnages qu'on arrive très vite à identifier, donc à s'attacher ou non, donc c'était déjà un point positif. On a aussi, niveau casting, il n'y a pas que Kevin James, on a Freddy Stroma, je sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. Non. Oui, non, oui. Elodie, toi, tu le vois dans quoi, toi? Parce que... La dernière fois que je l'ai vu, bonne question, je sais plus. Il y avait Time After Time, C'est vrai. pour ceux qui se souviennent, qui a été vite annulé. Il a été dans Game of Thrones aussi. Il a fait Unreal aussi. Il a été dans Unreal, effectivement. Bon, voilà, il a été dans Harry Potter. Il a été dans pas mal de choses comme ça, parce que c'est le beau gosse blond un peu classique. Ah oui, d'accord. C'est pas celui qui était dans Bridgerton aussi, là, récemment? Est-ce qu'il est dans Bridgerton? Oui, si. Épisode 3, 4, 5. Il fait Le prince Friedrich. C'est ça. Voilà. Ouais. Et donc là, il est là. C'est lui le pilote star de cette écurie. Et tout ça est écrit et créé par Jeff Lowell, à qui on a eu des scripts pour Spin City, Mon oncle Charlie et The George Carlin Show. Donc c'est quelqu'un qui, malgré tout, a du bagage et s'y connaît. Si le premier épisode est un peu... on se pose la question de ça va pas aller. Dès le deuxième épisode, on sent déjà une rythmique s'installer. Mais voilà, globalement, c'est de la sitcom basique. Faut pas s'attendre à... En tout cas, là pour l'instant, au bout de 2 épisodes, je vois pas trop comment ils pourraient faire un nouveau The Ranch, parce qu'il n'y a pas la profondeur que pouvait avoir The Ranch sur Netflix. Mais c'est un divertissement qui se vaut très, très très bien. Le problème avec cette série, c'est pas la série en elle-même, c'est l'adaptation française. Ah. Alors, à double sens. C'est-à-dire que les sous-titres, j'ai pas eu de soucis, j'ai rien vu d'absolument catastrophique. Par contre, l'adaptation niveau doublage, on est dans ce qui se fait de moins bien, dans ce qu'on pouvait avoir dans les années 80, voire début années 90, où on avait des choses qui étaient rajoutées dans les textes, alors que ce n'est pas en original, assez problématiques. Ici, c'est pas catastrophique, mais quand même, ça fait grincer des dents. Hein, on pourrait par exemple penser à
à Seinfeld qui, dans sa version originale, te plaçait un truc, bah ouais, t'aimes les trucs colorés, et en français, elle te dit, ah, t'aimes les trucs de ta fiole. Tu vois, ce genre-là. Ouais. Hein, ça n'a rien à faire là, ça n'apporte rien. Là, ils se sont dit, ah ouais, c'est des Américains, ils sont dans un truc de NASCAR, c'est des beaufs, on va les faire parler comme des beaufs, mais comme on a l'idée que ça pourrait être un beauf. C'est-à-dire que la ponctuation de chaque mec, c'est quasiment toutes les phrases. Hein. C'est ah ouais, bah avec les bonnes femmes. Et là, tu te dis, il y a un truc qui coince parce que je me dis, bah, ok, ils ont mis ça. Ça dessert totalement en fait la série parce que tu finis par dire, bah, j'ai pas envie de voir des gens lâcher les bonnes femmes toutes les 5 secondes. Hein, qu'on soit féministe ou pas féministe, c'est juste que ça ne va pas. C'est caricatural, ça ne va pas. Et puis tu passes en version originale. Et là, tu te rends compte que, bah, en fait, non, ils placent pas ce mot-là. À aucun moment. Même pas un truc qui pourrait ressembler. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, ils sont dans une scène de chasse qui est assez drôle d'ailleurs. Parce que voilà, justement, c'est le côté américain, ils aiment le barbecue, tout ça. Ok, pourquoi pas. Et le gars qui est très 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 macho se lève et puis l'autre lui dit, ouais, tu pourras rien attraper de toute façon avec... et là, en français, il dit ton jeans de bonne femme. En anglais, c'était mom jeans. Donc, c'est vraiment un type de jeans bien particulier, le jeans de maman, quoi. Donc, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien de forcément péjoratif ou quoi que ce soit. Voilà, et l'autre, il dit, bah ouais, je sais, mais c'est parce que j'aime bien les poches profondes. Et ah ouais, bah, je savais pas que t'étais aussi fan de ce genre de jeans. Et là, ils ont encore rajouté, ah, je savais pas que t'étais aussi fan des jeans de bonne femme. Et là, je me suis dit, mais et dans les sous-titres, c'est jamais écrit comme ça. C'est traduit limite littéralement, quoi. C'est mot pour mot. Et moi, ça m'a énervé parce que vous savez que j'aime beaucoup défendre la VF, le travail de la VF. Et les doubleurs en eux-mêmes, les comédiens, sont pas mauvais, mais c'est clairement le texte qu'il leur a donné qui, en fait, va rajouter une couche de macho et de sexisme là où il n'y a pas lieu d'être, et ça dessert la série. Et quand ça dessert la série, je trouve que ça ne va pas. Là, ils n'ont pas fait leur boulot, quoi. Hein, on adapte, mais on va pas se réapproprier le truc pour faire un truc dégueulasse dans ce genre-là, quoi. Donc ça, je comprends pas. Et apparemment, Netflix, c'est assez fréquemment comme ça. J'ai jamais vraiment eu le cas. Parce que bon, dans le niveau série un peu, on va dire, macho, The Ranch pouvait se placer là. Mais pour l'avoir vu aussi en français, ça sonnait pas comme ça. Pas du tout. Et là... aussi parce que comme Netflix, ils n'ont pas de doublage à eux, ils sous-traitent à plein de petites boîtes. Il suffit que ça tombe sur une bande d'amateurs. Mais ça n'a pas l'air parce qu'il y a quand même des... je vais pas été vérifié, mais il y a des voix à l'oreille, en tout cas. J'étais... Ah ben ouais, des comédiens, ils me disent quelque chose. Et tu sens que c'est pas les comédiens de doublage qu'il pouvait y avoir sur Big Bang Theory. Bon, après, Big Bang Theory, ça dépend. Il y en avait qui étaient quand même pas mauvais, mais globalement, il y avait des trucs qui n'allaient pas du tout. Mais là, je comprends juste pas pourquoi. Il n'y a pas besoin de rajouter une couche de sexisme derrière, alors que ça dessert même la série, quoi. Ça renvoie pas... c'est pas une série qui est faite pour être très... comment dire... qui dénonce des choses ou quoi que ce soit. C'est de la sitcom de base, donc je pourrais aussi dire j'arrête de faire chier. Mais là, moi, ça m'a dérangé, quoi. Au point où je me dis, ben, ok, de toute façon, je pensais la regarder en anglais, mais je pourrais même pas la conseiller à quelqu'un de la regarder en français. Parce qu'en fait, ça n'aura pas la même résonance, le même... la même démonstration, la même caractérisation, quoi. Ça pose problème. Oui, c'est comme s'ils avaient réécrit la série, quoi. Pardon ? C'est comme s'ils avaient réécrit la série, quoi, en fait. Ça, la personne qui va regarder en français, elle regarde pas la série que les créateurs ont eu l'intention de montrer, quoi. Ben non, et bêtement, c'est pas pour grand-chose. Mais juste cette ponctuation, bonne femme, ça te change complètement, en fait, la vision de la scène. C'est pas énorme, hein.
Mais en fait, tu regardes les scènes côte à côte, tu te dis, mais t'as pas la même sensation, t'as pas le même ressenti à la fin de la scène, quoi. Toi, en anglais, tu vas rigoler parce que tu dis, bah ouais, c'est drôle. En français, t'es là, genre, c'est un peu gênant, là. C'est un peu gênant. Donc ça te gâche un peu le truc, alors que juste après, bon bah voilà, le gars macho passe justement à la fille enfin, la nouvelle patronne un spray, elle s'en asperge partout, et en fait c'était de la pisse de cerf. Miam. C'est quand même assez drôle. Elle a les yeux rouges, puis elle se frotte les yeux pour s'essuyer ça. Elle avait mangé du poulet épicé juste avant, donc elle a les yeux encore plus rouges. Oui, mais est-ce qu'elle portait un boyfriend jeans? C'est ça qu'on veut savoir. Mais ça, en fait, ils l'auraient traduit comment, quoi? Parce que je sais que le jean boyfriend, ça existe. Ouais, voilà, le mom jeans, je vois ce que c'est le mom jeans. Mais là, le jean de bonne femme, c'est pas ça du tout, quoi. Enfin bref. Voilà, je voulais juste un peu taper là-dessus parce que je me suis dit, merde, ça ne va pas dans le bon sens, quoi. Du tout. C'est pas ça qui va aider à ce que les gens regardent en VF. Et je sais qu'il y en a qui se forcent de regarder en VO alors qu'ils y arrivent pas. Alors là, c'est pas une bonne chose. Mais bref, The Crew, moi je vais continuer parce que bon, globalement, les 2 premiers épisodes m'ont bien plu. Que j'y ai trouvé des trucs assez drôles, des scènes une interview du pilote à la télé, et derrière t'as le coach joué par Kevin James qui lui dit ok, il lui montre son costume pour qu'il parle des sponsors. Donc dans la conversation, il doit placer des sponsors de façon plus ou moins naturelle. Et ça finit par, oui, ben voilà, je ferai du camping dans ça, et puis j'irai boire du Coca-Cola, et j'oublierai pas d'aller manger du barbecue parce que c'est en réduction et tout ça. Et alors il finit par, et puis surtout, je me passerai des tétons. Et puis l'autre fait, bon, bah, 9 sur 10, ça va, on a réussi. Donc, mais voilà, c'est de la sitcom basique, mais qui fait du bien quand même, mais uniquement en anglais. Voilà. Désolé pour ceux qui ne veulent voir en VF. Voilà, c'est sur Netflix, 10 épisodes, 30 minutes à peu près. Voilà. Ensuite, The Watch. The Watch, la montre, tout à fait. La montre. Non. Je n'ai pas. Tu veux un crayon pour te la dessiner? Oh, c'est toujours la même heure. Faut un tatou, carrément, c'est plus simple. L'animal? Ouais, tu te le mets comme ça, avec la queue, ça fait le bracelet, c'est pratique. Ou pour les vieux, le beeper. Ah oui, ouais. Le tam-tam et le tatou. Alors, The Watch, ça se trouve sur quoi, ça, par contre? J'ai des amis très bien placés qui me permettent de voir cette série. Voilà. Non, malheureusement, ce n'est pas disponible. Il me semble pas, je l'ai pas trouvé. Et j'ai à peu près tout, donc c'est que normalement ça ne se trouve pas. C'est une série BBC America qui est inspirée des livres de Terry Pratchett, notamment la partie des Annales du Disque Monde qui s'intéresse aux gays. Donc c'est la police de la capitale du Disque Monde, qui est Ankh-Morpork, connue pour être la ville qui pue le plus au monde, à peu près. C'est comme ça qu'elle est. Non, mais c'est comme ça qu'elle est décrite. Hein. Et puis même à un moment dans un épisode, ils essaient de respirer profondément et ouf, oh non, ça, ils font de l'air frais à Ankh-Morpork. Je crois pas, non, c'est pas possible. Et donc on suit la police, une police ratée. Hein. Ils sont très peu. Et de toute façon, c'est compliqué d'être la police de Ankh-Morpork parce que c'est une ville où il y a des guildes pour tout, et notamment il y a des guildes des voleurs, des guildes des assassins, et ils ont le droit de voler et d'assassiner des gens. Du coup, la police, c'est pas forcément très nécessaire, vu que de toute façon, ils ont des permis, ils ont le droit. On a le droit de voler et de tuer les gens. Donc, on va pas nous arrêter. Donc, voilà. C'est embêtant. C'est un peu ça la base du truc. Donc c'est une police, ils sont plus que 3 en gros à faire la police, à être dans cette tour du guet, dans la Watchtower. Et celui qui dirige la police, c'est Sam Wimmer, et c'est... Alors dans le livre c'est pas tellement ça, mais dans la série c'est un clodo, hein, vraiment. Il est dégueu, il a une gueule toute cassée, il fait des grimaces tout le temps. Il picole,
ouais, non, vraiment, il a pas l'air très fréquentable, mais il a le cœur noble et pur. Donc, Alors ça va. ça va, Ça va. c'est bon, on lui Ça passe. pardonne. Hmm. Et il va se retrouver face à une vieille connaissance à lui, qui connaissait dans ses jeunes années un brigand, quelqu'un de pas très fréquentable, mais il a pas vieilli du tout. Et c'est très bizarre. Il fait, non mais moi je suis vieux et pas toi. Comment ça se fait? Et surtout, c'est qu'il se souvenait de l'avoir tué. Donc c'est vraiment très très étrange. Et ce monsieur étrange est venu pour se venger. Tintin. Et donc, Ah là là. oui, Quel jeu d'actrice. t'as vu ça? Ah ouais, je vois. Non, donc voilà, c'est le départ de la série. Après, c'est très loufoque, c'est très... C'est Terry Pratchett, quoi. Voilà, c'est Terry Pratchett, c'est très un humour très décalé, très absurde par moments. Et normalement, les Annales du Disque Monde, c'est dans un monde très fantasy, médiéval. Et là, Ouais. pas du tout. On est dans un truc pas futuristique, mais presque un peu. Chapeau. Ouais, voilà, post-apo. Ouais, Assez plutôt, ouais. post-apo, donc c'est vrai que ça choque un peu au départ. Mais bon, c'est Mhm. un parti pris parce que c'est plus simple, je pense, pour faire des blagues. En plus, il y a des... Dans le Terry Pratchett, il y a beaucoup de blagues sur le fait que c'est un monde médiéval, mais il fait des références à notre vie à nous, au monde réel. Et par exemple, il va comparer un bruit avec le bruit d'un train ou d'une voiture, ce qui eux n'ont pas du tout. Et parce que nous, ça nous parle. Donc là, ils font ce genre de blagues un peu. Ils mettent des objets qui n'ont rien à faire là, et en disant que c'est des nouvelles inventions. Donc c'est assez sympa. Après, le gros problème de la série, et ce qui dessert énormément la série, c'est la comparaison. Parce que soyons très clairs, c'est par rapport au bouquin, c'est pas ça. J'ai pas retrouvé ce que j'avais trouvé dans les bouquins. On a à peu près les personnages. On retrouve Sam Zimmer, on retrouve Carotte, on retrouve Angua, on retrouve les protagonistes du Guet. On retrouve la trame, des éléments de la trame principale. Donc le premier livre est adapté dans cette première saison. Ça tourne autour des dragons. Donc ça reste un peu le thème de base. Ah, ça va, il y a des dragons, c'est bon. C'est bon, il y a des dragons. C'est le thème de base. Mais pour moi, il y a des gros écueils, des personnages qui sont cultes et qui sont pas bien représentés. Mais voilà, le problème que j'ai avec la série, c'est si je compare au matériel de base, si je compare au livre de Terry Pratchett que j'ai beaucoup aimé. En dehors de ça, la série est très agréable et je pense que pour quelqu'un qui connaît pas Terry Pratchett, il y a vraiment moyen de découvrir et d'apprécier ce monde-là et vraiment la saison se tient. La saison a une très bonne histoire. Là, la saison vient de se terminer, elle fait 8 épisodes ça doit être 45 minutes chaque épisode. Ouais. Bon, évidemment, on se termine sur un cliffhanger de bâtard, donc ils ont intérêt à faire une saison 2. Comme De beaucoup toute de séries, façon, hein. de toute façon, c'est à la base, les livres, c'est une trilogie. Non, il y a plus. Au Guet, il y a beaucoup plus que ça. Attends, City Watch, c'est quand même une trilogie. Hein. Non. Je vais vérifier. Vas-y, mais pour moi, non, il y a plus que 3 bouquins. Ouais, mais je sais pas, pour moi, j'avais en tête que c'était une trilogie. Mais bon, oui, effectivement, si... Parce que c'est un des univers qu'il a le plus développé dans le Disque Monde, et il y a plus de 30 bouquins dans le Disque Monde, donc non, il n'y en a pas que 3. Alors, attends, hop, résumé, personnage... Il me le donne pas. il me donne pas, je suis ce truc, il me donne pas du tout. Attends, c'est Ogier, c'est le 8e livre. Ouais, ça, ouais. Non, pour moi, il y en a plus que ça. Je t'aurais dit 8 ou 9. Hein. Ouais, je sais pas. Je ne retrouve plus l'information, j'étais persuadé. Mais bref, c'est pas grave, de toute façon, effectivement, il y a de quoi faire plus qu'une saison, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Après... Et puis comme je disais, il s'éloigne beaucoup de l'histoire de base. Hein. Si tu vois, moi là, j'ai... si c'est juste pour faire de l'adaptation pure et dure... Moi, j'en ai 8 là sur... Merci Wikipédia qui met un petit... classement des livres du Disque Monde. Le cycle du Guet, il y en a au moins 8, et après il y en a qui sont raccordés au Guet.
Ok. Bon. Donc, Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Donc, non, on reprend des événements. Après, ils introduisent des événements à eux pour faire une saison cohérente et ça marche très bien. Mais Mais non, bon, les éléments importants de l'histoire sont là. Ok. Bon, pour l'instant, de toute façon, tout ceci ne se trouvera pas chez nous. Hein, c'est BBC America. Pour l'Angleterre, ils savent pas non plus encore quand ça va arriver. C'est arrivé le 3 janvier Oui, 2021. c'est ça. Là, C'est assez le récent encore. 8e épisode a été diffusé là. Donc oui, c'est du 2021. On a commencé 2021 C'est assez avec ça. récent. Donc, avant que ça n'arrive chez nous, on a un petit moment de patience. Vu qu'on a un tout petit peu de temps, j'ai vite donné un petit mot sur une autre série Netflix, qui par contre est pour un public plus jeune, qui n'est pas une série nouvelle, qui est Hot Squad, qui est une série qui date de 2014, qui a eu 3 saisons, donc d'une 30aine d'épisodes à chaque fois. Et c'est une série canadienne, et c'est surtout tourné pour un jeune public, pour les enfants. En tout cas, moi j'ai vu ça grâce, oui, à ma fille. Voilà. Et ça parle d'une espèce de force spéciale qui empêche les choses insolites dans le monde d'arriver. Mais cette force spéciale-là n'est composée que d'enfants, entre 8 et 12 ans. Mais le truc, c'est qu'au départ, tu te dis, bof, ouais, c'est PBS Canada qui est derrière tout ça. Donc PBS, c'est quand même très, très, très enfantin, très éducatif. Ça l'est aussi parce que ça nous permet d'avoir des épisodes où on va t'expliquer des concepts un peu même de mathématiques ou ce genre de choses, sans que ce soit trop évident, genre, on va t'apprendre un nouveau truc, c'est dans le scénario, avec un grand méchant qui revient toujours, qui s'appelle Justin Solite. Voilà. Mais, si au départ je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc ? En français, c'est très théâtral, en anglais, c'est déjà beaucoup mieux joué, parce que c'est clairement des acteurs, dont des acteurs qui... Il y en a une qui était dans Grey's Anatomy dernièrement, qui était dans Everything Sucks par la suite sur Netflix, dont j'avais parlé et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et en fait, les épisodes, je me suis surpris à beaucoup rire, parce que je sens qu'il y a de l'humour pour les enfants, parce que c'est des trucs vraiment très insolites, mais à un niveau adulte, ça fait rire aussi, parce qu'on a par exemple un des collègues qui demande qu'on s'occupe de ces plantes, et dont une plante qui s'appelle Robert Plante. Pour ceux qui connaissent Led Zeppelin, c'est le chanteur de Led Zeppelin. Et à la fin de l'épisode, il remet Robert Plant à côté de John Paul et Jimmy. Il a 4 plantes, c'est les Led Zeppelin. On a aussi un épisode où ils doivent élire le capitaine sympa. Et donc, ils font des votes, etc. Et dedans, il y a l'agent Orson. L'agent Orson, il a 1 an. Et il est tout le temps porté dans une espèce de truc en bandoulière. Et alors, il a fait un discours. Et il y a une scène où on voit un bébé faire un discours, avec des banderoles qui tombent derrière, et c'est complètement barré. Puis il y a des jeux de mots dans tous les sens qui sont complètement barrés. Je vous ai passé une vidéo hier sur Twitter, où ils sont attrapés de Jinx, mais juste pour le jeu d'acteur, pour réussir à faire ça aussi synchro, chapeau. Donc très franchement, si vous avez des enfants, ou même si vous n'en avez pas, Hot Squad, donc ça dure à peu près une 20aine de minutes à chaque fois par épisode. Donc je vous ai dit, il y a un peu moins d'une centaine d'épisodes sur 3 saisons. Ça se trouve sur Netflix. Et franchement, on passe un bon moment sans trop réfléchir, et avec des petites blagues parfois qui sont... Je pense que les scénaristes derrière, ils se sont dit, on va passer des trucs, c'est les gosses qui vont le dire, ça va passer crème. Très franchement, je pense que c'est ça. C'est très bon enfant, c'est pas... Voilà, ça... Il n'y a vraiment aucun problème à regarder, il n'y a pas de violence, il se passe absolument rien. Mais niveau humour, il y a des trucs qui sont limite plus inventifs là-dedans que dans beaucoup de comédies que j'ai vues dernièrement. Pourtant, c'est pas fait pour du tout. Donc voilà. Odd Squad, donc ODD Squad, ça se trouve donc sur Netflix en français et en anglais. À regarder avec des enfants ou pas, c'est comme vous voulez. Voilà. Je voulais juste passer ça.
Là, il n'y aura pas de souci d'adaptation douteuse. Ah, tu sais pas. Les mets pas au défi, on sait jamais. Non, mais la série est terminée apparemment. Si j'ai bien compris, c'est terminé au bout de 3 saisons. La saison 3, elle date de quand d'ailleurs donc, je comprends pas le truc. Ils disent 2014. Ouais, la saison 3, elle date de 2020. Début 2020. Et apparemment, ça parle des débuts. Moi, je suis pas encore là. Je suis au début de la saison 1. Et c'est bien rigolo. C'est bien fun à regarder. Donc, allez-y, mangez-en. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Voilà, on aura un épisode plus court cette fois-ci. C'est bien. On est moins nombreux. On est moins nombreux, ça aide. Et pourtant, on a dit beaucoup de choses quand même. À 3, on a dit beaucoup de choses. En tout cas, merci à vous deux de m'avoir accompagné pour ce test aussi de la bêta de notre enregistreur qui fonctionne bien. C'était bizarre. on ne pouvait plus faire d'autres choses en même temps sans qu'on nous remarque. Personne n'est parti pisser, dis donc, pour une fois. C'est dingue. C'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Remarque, c'est pratique, c'est que si vraiment il y a quelqu'un qui part pisser, tu sais tout de suite qu'il faut pas lui passer la parole. Pour moi, c'est facile. On me lancera pas devant, genre, alors, qu'est-ce que t'as pensé de ça? Il était pas là. C'est le chat qui va répondre. Alors, le mot de la fin, Cécile. Chauffage. C'est quelque chose qui est vraiment très utile chez vous. Vraiment, ayez-en. C'est indispensable. C'est l'hiver, il fait froid. J'ai froid. Aidez-moi, j'ai froid. Oui, le chauffage, c'est bien. Voilà, quand vous avez froid, réchauffez-vous. C'est simple. Quand vous avez faim, mangez. Mangez de la raclette. Ah, ça réchauffe en plus. Ça réchauffe. Bien. 2 ans. Élodie, ton mot de la fin. Couturier. Alors là, autant il y a des moments où je me dis, t'as vu quelque chose sur ton bureau, là Non, mais regardez 50 mètres carrés. Ah, ok, d'accord. C'est bien, ça a un rapport, c'est bien. Et moi, je vais dire lama. Oui, j'ai été chercher sur mon bureau. Oh, ça va, j'ai le droit. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite donc de bonnes séries, de bonnes... Il n'y a pas de vacances encore, pas maintenant. C'est pas en cours chez vous. C'est des vacances chez nous. Bonnes vacances si elles peuvent être bonnes. Voilà, une bonne semaine. Bon courage et surtout... Bonne journée. Allez, dans 2 semaines pour Monsieur Siri and Friends avec du Scott Bakula. Oui. Voilà, la semaine prochaine, par contre, c'est pas ça. Ciao. We'll give it a shot.